Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Je suis avec Benjamin Habitant et Samuel Roger pour parler de leur pièce de théâtre qui s'appelle Les animaux Tragédie. et non, je voulais aussi un peu parler mais juste voilà un peu voir le travail qui a été fait. Oui, ok. Les animaux sont partout. Les animaux sont partout, pardon. Donc d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter? On va commencer par Benjamin. Ok. Donc je m'appelle Benjamin Habitant, je fais du théâtre et de la radio. Et en 2004, avec mes camarades de l'université Paris 8, on a créé le Théâtre de la Démesure, qui est devenu une compagnie avec laquelle on a écrit et fait des spectacles. Tous les spectacles qu'on fait, on les écrit. On n'a jamais monté une pièce. Et Samuel fait aussi partie de la compagnie. Ok. Et Samuel, est-ce que tu peux te présenter? Oui, moi donc je m'appelle Samuel Roger. Je fais du théâtre depuis une dizaine d'années, 10 ans, après avoir fait une école à Paris. Et voilà, j'ai travaillé pour différentes compagnies. Et depuis 2-3 ans, j'ai rejoint la compagnie de Benjamin, le TDM, dans sa version acronyme. Et il y a eu combien de pièces jusqu'à maintenant? Une demi-douzaine, je pense. Ça dépend si on compte les pièces plus expérimentales. Oui, on peut. Ouais. Oui, c'est ça, 5-6. Alors, on va commencer d'abord par les animaux. Comment est venue l'idée de cette pièce? Ça faisait quelques années qu'avec la compagnie, on avait envie de travailler sur les animaux. Mais travailler sur les animaux ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on ne fait jamais des spectacles sur quelque chose, comme s'il y avait un thème au spectacle. Mais on avait envie de fréquenter le sujet des questions animales, quoi, de fréquenter les questions animales au sens large, et puis il y a un truc avec la représentation animale dans la compagnie depuis longtemps. Il y a toujours des scènes avec des animaux, des gens qui se déguisent en animaux. Donc ça faisait un moment qu'on se disait, tiens, un jour on fera un spectacle, on fera le spectacle des animaux. Donc on a fini par le faire. Voilà. Et puis il y avait aussi l'opportunité de faire une sorte d'atelier sur 1 an dans un lieu, les Plateaux Sauvages, où on avait la possibilité d'avoir un public une fois par mois. Et donc on a fait un cycle qui s'appelait Animalogie, qui consistait à inviter des spécialistes des questions animales, qui pouvaient être des chercheurs ou des philosophes ou des éleveurs ou des gens qui travaillent avec les animaux ou sur les animaux, et puis de les mettre dans des dispositifs qu'on introduisait par des espèces de petites performances comme ça pour les faire parler et pour faire parler les gens. Et en fait, ce cycle a produit toute une somme de discours qu'on a utilisés pour écrire la pièce. Il y a eu 8 animalogies, je crois. On a fait un cycle de 8 animalogies sur une année, ouais. Et d'ailleurs, ce travail avec les scientifiques, ça s'est retrouvé aussi dans la pièce parce que la pièce est présentée un petit peu comme une expérience scientifique. Oui, oui, c'est vrai. Alors il y avait depuis le début cette volonté de travailler sur l'art et la science. Mais en fait, il y a pratiquement dans tous nos spectacles, il est question d'art et de science. Dans le spectacle précédent, Le Grand Trou, qui parlait du retraitement des déchets nucléaires, il y avait un chapitre qui s'appelait La science et ensuite un chapitre qui s'appelait l'art. Et dans Les animaux sont partout, mais tout ça, c'est pas concerté, c'est pas conscient vraiment. Mais dans Les animaux sont partout, il y a un artiste et une scientifique qui sont amenés à travailler ensemble en résidence pour... Donc c'était aussi en effet une sorte de mise en abîme ou de manière de représenter notre propre situation en résidence dans un lieu, dans un théâtre, et de commenter un peu un travers fréquent des politiques culturelles qui est de dire on n'a qu'à dire que des artistes et des scientifiques ont forcément des choses à se dire et puis on va leur faire produire des choses. Il y a une espèce de mode comme ça, donc on voulait aussi se marrer avec ça, parler de ça. Ça marche très bien parce qu'en plus, moi j'étais pas du tout au courant et quand je suis arrivé et que j'ai vu ça, je me suis dit ah ouais vraiment parce que en plus tu joues le directeur du théâtre, ouais. Et je fais ah ouais d'accord, il y avait un truc scientifique. Le directeur du labo Art Science. Ouais voilà. Et j'ai trouvé ça, mais ça marchait bien quoi. On avait vraiment l'impression que c'était vrai quoi. Mais oui, c'est marrant parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont cru que j'étais vraiment le directeur du théâtre et que tout ce que je disais était vrai, alors que je disais quand même que le ministère de la Culture a disparu depuis 2 ans. Donc c'est... Fusionné au sein du ministère des Sports. Et là, ça t'a pas fait... Si, c'est là où justement j'ai compris qu'il y avait un petit schisme, quoi. Mais
Mais au début, là, c'était pas tout de suite que tu dis ça. Si. Non. Ça Non, arrivait non, un peu non, plus tard dans le discours. Ouais. Non, mais en plus, c'est vrai que par rapport à ce début, il y a des gens qui l'ont pris au sérieux aussi parce que pensant que c'était vraiment un directeur de lieu qui venait présenter le truc, beaucoup de gens se sont mis aussi à ne l'écouter que distraitement, en se disant le spectacle va commencer après. Donc il avait le temps de raconter par exemple que c'était le fruit d'un partenariat avec le ministère du Futur et les gens réagissaient pas forcément, quoi. Et donc, du coup, vous avez fait tous les animalogies. Et comment vous avez travaillé pour créer la pièce elle-même? On a imprimé le script de tout ce que les gens avaient dit et on l'a introduit dans une broyeuse, un destructeur de documents, et ensuite on a écrit à partir de zéro une autre pièce. Enfin, c'est un peu ça, parce qu'en vrai, on n'a pas vraiment utilisé... Enfin, c'est moi qui ai écrit la pièce et je me suis pas vraiment servi. Il y a plein de gens qui étaient dans les animalogies, puis sont revenus voir le spectacle, qui étaient un peu déçus en disant, ou surpris, en disant, mais vous avez en fait rien utilisé. Mais c'est pas exactement ça. En fait, on a utilisé toute une matière, mais qui n'était pas forcément ce qui était ressorti comme ça du verbatim des entretiens, des discussions, mais qui provenait plus du fait que nous, ensemble, en tant qu'équipe, on avait fréquenté ce sujet. Et donc, voilà, toutes les références qu'on s'était construites se sont retrouvées dans le spectacle. Mais, si, il y avait quand même pas mal de choses, quoi. Par exemple, la première animalogie, c'était sur l'hypnose. Est-ce qu'on peut être un animal grâce à l'hypnose? Donc une comédienne qui s'était fait hypnotiser en vrai, quoi, chez une hypnothérapeute pour être une poule, et on avait enregistré ce qu'elle avait dit, puis il l'avait rejoué, Samuel jouait l'hypnothérapeute, et en fait ce truc d'être à l'intérieur d'un animal, c'est devenu la scène où Samuel est une girafe, et puis il court comme ça dans son corps de girafe en disant j'ai envie de courir, je sais pas pourquoi, et en fait ça provient directement de cette séance d'hypnose où cette comédienne était une poule et puis elle battait des ailes, elle courait aussi, elle disait je cours, j'ai plaisir à courir. Donc c'est difficile de retracer, mais en fait quand même si c'est vrai. Oui, il y avait quand même des choses qui venaient d'un discours scientifique sur les thèmes qu'on a abordés dans les 8 animalogies, et qui se retrouvaient aussi parfois dans le discours de la scientifique, que tu as réutilisé dans l'écriture. Voilà, il y avait quand même un apport quand même un peu théorique qui s'est retrouvé dans le discours de la scientifique. Mais pas beaucoup plus que ça, quoi, sur la situation de départ. Et donc du coup, comment tu as écrit? Par étapes, et en fait, c'est toujours un peu pareil. J'écris une première version, on en discute énormément, et au cours de ces discussions émergent plein d'idées, puis ensuite je refais une version qui intègre et amalgame toutes ces idées. Donc la plupart des idées viennent en fait du groupe et de la discussion avec le groupe. Et moi je fais juste une sorte de mise en commun et de lissage de tout ça. Le groupe, c'est tous les acteurs, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Tout le monde est sur le plateau à un moment ou à un autre. 6 personnes en l'occurrence, je pense qu'on était 6, 7. Oui, 7 en tout, 7, ou 6 en tout finalement, je sais plus. Non, 7 parce qu'il y avait un rôle qui était partagé entre deux acteurs. Et donc oui, ça c'est dans tous les spectacles de la compagnie où presque tout le monde écrit à un point ou à un autre, enfin tout le monde est un peu auteur du spectacle. Tous les gens qui sont sur le plateau ont toujours une forme doctorialité, ils sont, voilà, de ce qu'ils disent, pour pas se retrouver dans une situation d'interprète qui est là juste pour prêter son talent et sa technicité d'acteur à quelque chose qui est écrit par un autre, même si c'est un peu flottant. Et j'ai l'impression que c'est quand même assez présent plus dans le théâtre, ce genre de choses, plutôt qu'au cinéma, à la télé ou autre chose. J'ai l'impression que la place de l'acteur est vraiment différente dans le théâtre. Ça doit dépendre des équipes, je pense, mais c'est vrai que dans le théâtre, peut-être, on va dire, un peu public, ou théâtre subventionné un peu, on va dire, il y a un temps d'écriture, de développement qui est peut-être... qui permet aussi peut-être un peu plus à faire de la recherche. Donc du coup, en général, dans les équipes, oui, tout le monde... c'est pas toutes les équipes qui marchent comme ça, hein, mais il y a beaucoup d'équipes, effectivement, où il y a une fabrication collective d'un objet commun, quoi. Donc il y a une implication à différents étages, souvent des gens qui composent l'équipe, quoi. Et c'est vrai que je pense que dans le ciné ou dans l'audiovisuel, c'est quand même beaucoup plus compartimenté. Je pense que les tâches sont beaucoup plus divisées.
Mais du coup, spécialisé, c'est le mot que je cherchais. Comment on crée une équipe, comment on crée une compagnie, comment on choisit les personnes en se disant ça va créer quelque chose, une émulsion. Ah ouais, c'est une bonne question. Je suis là pour ça. Je sais pas, c'est un peu comme organiser une fête. On essaye d'inviter des gens qui, mis ensemble, vont s'amuser. Alors, c'est sans doute un truc un peu comme ça, quoi. De réunir une équipe où on a l'impression que ça va circuler suffisamment pour que des idées apparaissent et que du plaisir, que les gens prennent du plaisir à faire émerger ces idées. Alors, la différence avec les collectifs, parce qu'il y a beaucoup de collectifs dans le théâtre, en tout cas le théâtre subventionné, où on essaye d'inventer des manières plus horizontales de travailler, de rompre avec le modèle du metteur en scène qui dit toi tu te mets là, toi tu rentres à jardin, toi tu pleures. Et la différence avec ce qu'on fait nous, c'est que dans ces collectifs, souvent on travaille à partir d'improvisation, tout le monde s'implique dans l'écriture mais par le plateau, et nous on passe très très peu par le plateau. C'est vraiment des discussions et de l'écriture. Et on ne va au plateau que quand on a le texte, plus ou moins. Enfin, quand on a un premier texte. Et ça, c'est pas du tout un truc qu'on revendique en disant c'est comme ça qu'il faut faire, mais c'est un peu singulier, quoi. Voilà. Mmh. Oui, souvent il y a l'envie de travailler sur un thème ou quelque chose comme ça, et les premières résidences de création, effectivement, il y a ça passe par le plateau, par une écriture de plateau ou des improvisations, et le metteur en scène petit à petit affine son propos ou ce qu'il veut raconter, ou se met à écrire à partir de ce qu'il voit. Alors qu'effectivement, là, avec cette compagnie, comme vient de dire Benjamin, ça passe par d'abord un gros brainstorming, un développement à la table d'un univers. Et ensuite, Benjamin passe à l'écriture à partir de toute cette cosmogonie qui a été développée. Il se met à écrire. Donc après, l'écriture, dans son processus, fait des choix francs, en fait, sur tout ce qui a été soulevé. Et puis après, c'est rediscuté, redébattu, donc il y a des va-et-vient, mais effectivement, ça se passe à la table. Ouais. Ok. Sur cette pièce, il y a un truc assez innovant, on va dire. C'est le jeu avec l'écran. C'est-à-dire qu'il y a eu des images de synthèse qui ont été fabriquées. Comment ça s'est passé ? Déjà, d'où est venue l'idée ? Et comment ça s'est passé ? Je sais pas d'où est venue l'idée, oui, parce que dans cette pièce, il y a en effet une sorte de jeu avec... alors, il y a de la vidéo, mais à chaque fois qu'il y a de la vidéo dans nos spectacles, pour l'instant, c'est jamais... on essaye de faire en sorte que ce soit jamais décoratif, ou que ça procède jamais en fait, que la mise en scène ne soit pas l'agencement d'éléments hétérogènes comme ça, prélevés dans un continuum culturel. On va prendre une vidéo qui montre des chasseurs en train d'abattre un cerf, et puis des images de la guerre, je sais pas quoi, et tout ça ensuite mis bout à bout et mis ensemble. On essaye de faire en sorte que s'il y a de la vidéo, s'il y a des médias utilisés, ils le soient en tant que tel. Là par exemple, il y a de la vidéo qui joue, mais c'est utilisé en tant que c'est de la vidéo, c'est-à-dire qu'il y a des images de vidéosurveillance, mais la caméra les filme vraiment en temps réel. On sait à chaque instant où est la source de ces images, et ça joue dans le spectacle, quoi, dans l'écriture. En fait, c'est pas la mise en scène qui décide de ce qui est diffusé dans ces images, c'est le spectacle lui-même. Enfin, c'est intra-diégétique, je sais pas comment dire. Et donc là, il est question d'animaux du futur. Donc les personnages sont en dialogue avec des super animaux du futur, qui sont des espèces d'hybrides entre des animaux surévolués et des robots et des intelligences artificielles, on ne sait pas très bien. Et puis il y a ce dialogue entre les époques. Donc la caméra, le projecteur plutôt, fait un va-et-vient entre ces images d'une sorte de Skype avec le futur, où on discute avec des animaux en images de synthèse, et la vidéosurveillance qui filme le plateau, donc qui filme l'espace qu'on est en train de voir, parfois au présent et parfois au passé. On voit parfois des images d'archives. Et il y a un jeu entre les deux, et puis les comédiens nous disent qu'ils jouent ce qu'a filmé cette caméra avant, et les animaux à qui on parle sont censés avoir vu les mêmes images que nous. Voilà.
Oui, c'est vrai. Les images captées par la vidéosurveillance sont le point de départ de ce que le public voit dans la réalité, puisque les comédiens sur scène sont en train de rejouer ce que la caméra de surveillance a filmé, mais c'est également la source d'images qu'ont pu capter les animaux du futur. Donc cette caméra présente physiquement, c'est le point de départ de ce qui est donné à voir au spectateur et de ce qui sera donné à voir aux animaux, et du coup du dialogue qui va se nouer entre les deux temporalités. Et justement, au niveau performance, comment on met en place le jeu avec une vidéo ? Comment on travaille ça ? Donc ça, c'est vraiment la troisième partie du spectacle, quand les animaux sont présents, enfin virtuellement présents à l'écran. Écoute, là c'est vraiment de la... Ça s'est trouvé là pour le coup, ça s'est trouvé au plateau, quoi, en répétant, parce que la vidéo était donnée dès le départ, puisqu'elle a été créée en amont. Donc on avait cette vidéo avec ces animaux avec le texte déjà enregistré par le comédien, enregistré par le ou les comédiens qui doublaient les animaux de synthèse. Après oui, ça c'est vraiment un truc qui s'est trouvé au plateau, quoi. On s'est retrouvé face à ces images animées et parlantes, et on a dû répéter, et puis Benjamin nous mettait en scène, et on a mis du temps à trouver d'ailleurs ce rapport, parce que ça a encore évolué sur les dernières les dernières représentations là, en septembre au TPV. On a encore changé le rapport de jeu à ces images-là pour trouver une façon de jouer, de pouvoir être vivant et jouer à la hauteur de ces images-là, quoi, qui sont plus démesurées. C'est quoi qui fait le plus illusion ? C'est le timing ? C'est quoi ? Il y a un truc ? Moi, je dirais que c'est en effet une question de rythme. Et en fait, c'est un peu comme de la marionnette, mais c'est des... Enfin, j'ai jamais fait de marionnette, donc je parle d'un truc que je connais pas, mais il s'agit d'animer des personnages qui sont morts. C'est des animaux en images de synthèse. En plus, j'aime beaucoup raconter que le logiciel qui a été utilisé pour produire ces images, si je me trompe pas, c'est un truc qui est massivement utilisé pour produire du porno en 3D. Donc c'est un truc où tu vas télécharger sur internet des espèces de trucs préfaits. Donc le vidéaste Olivier Bémer a utilisé ce logiciel, mais j'étais vachement content parce que ça donne un côté un peu kitsch, années 90, voilà. Parce que si Second je me trompe Life. pas, ouais, un peu Second Life en effet. Parce que si je me trompe pas, il y a certains États aux États-Unis où tu peux pas représenter du porno. Par exemple, tu peux pas représenter de l'inceste dans du porno. Et donc, si tu fais un film porno où il y a un frère et une sœur qui baisent, ça peut pas être des comédiens, même s'ils sont pas frères et sœurs dans la vraie vie, qui jouent ces personnages. Donc, il y a ces logiciels d'images de synthèse qui servent à faire des scènes porno. Voilà. Là, je garantis pas ce que je dis, mais j'aime bien cette histoire. Mais je crois que c'est vrai. Et donc, il a utilisé un logiciel qui sert à faire ça. Donc, on a ces animaux en costume cravate qui sont des animaux du futur, mais qui sont pas réels, quoi. Enfin, ils essayent d'exister, mais ils ont du mal, ils galèrent. Et donc les faire vivre, c'est surtout un truc de rythme, ouais, de timing, de comment nous, on réagit à ce qu'ils font. Et donc, j'imagine que ça a un peu ressemblé à ce que font des marionnettistes avec des trucs en bois. Voilà. D'ailleurs, le rythme, il est à deux endroits, parce qu'il y a des parties... dans le discours des animaux qui est enregistré d'un bloc. Donc nous, on doit jouer rythmiquement avec ce qui est déjà là. Mais il y a des parties qui sont en fait des tops, c'est-à-dire qu'il y a aussi un des comédiens de la pièce qui gère ça en régie et qui doit les faire parler également dans le rythme juste par rapport au dialogue des acteurs sur le plateau. Donc il y a une double entrée rythmique, voilà. Et un des acteurs devient régisseur et doit assurer la partie rythmique des animaux. En même temps, nous, dans certains monologues, on doit trouver un rythme aussi pour essayer de rendre ça vivant le plus possible, quoi. Et faire illusion. Vous avez fait cette pièce que dans le même théâtre ? Tu veux dire, on l'a jouée ou on l'a créée ? Vous l'avez jouée Non, on l'a joué dans 3 théâtres différents maintenant. Oui, on l'a pas énormément joué, mais on l'a joué dans 3 lieux. Ouais. Et à chaque fois, il y a une façon de se réapproprier le lieu par rapport à l'espace, la scénographie, l'écran et tout. Pas mal, ouais. Beaucoup même. Oui, on a même 2 versions du décor, une grande et une petite. On a 2 tables, une grande et une petite, c'est boucle d'or un peu. Enfin, avec les deux.
Et puis voilà, comme en fait là, on fait jouer aussi la salle, puisque en fait, comme souvent dans nos spectacles, l'action se passe dans un théâtre, donc ce qui permet d'utiliser toute la réalité en fait. C'est un peu de la réalité augmentée. Donc on utilise la salle et on utilise les entrées-sorties, toute la boîte. C'est pour ça que je viens au début en disant que je suis le directeur du théâtre. Ça permet aussi de faire jouer le théâtre en dehors du plateau, au-delà du plateau. Et justement, alors, on va venir à la tragédie là, mais que ce soit justement tragédie ou celui-là, cette pièce-là, je veux dire, il y a quand même ce truc-là de mise en abîme, de parler du théâtre et tout. Pourquoi cette thématique revient Ouais, alors Qu'est-ce qui t'intéresse? c'est ce que j'ai peut-être pas très bien expliqué sur la vidéo tout à l'heure, c'est que il- c'est toujours des questions de médiation. Ce qui est mis en jeu, c'est des médiations enchâssées les unes dans les autres. Donc, dans Les animaux sont partout, il y a le réel qui est au plateau, qui est vu par la caméra de surveillance, et ensuite les acteurs qui rejouent ce qu'ils ont vu sur la caméra de surveillance, donc ils se rejouent eux-mêmes. Donc ça fait déjà 3 niveaux, plus les animaux qui voient ça. Ensuite il y a les animaux qui rejouent ce que les humains ont joué, ça on l'a coupé, mais bon, c'était dans le spectacle à un moment. Et ainsi de suite. C'est des espèces d'enchâssements comme ça, de poupées gigognes. Il y a ça un peu dans tous les spectacles. Dans le précédent, on retrouvait des pièces de théâtre du passé alors qu'on était dans le futur, et on les mettait dans une machine qui faisait jouer ces pièces par des hologrammes. Donc les comédiens étaient joués ces hologrammes. Et donc on est en permanence à 4 ou 5 niveaux en même temps. On est dans le futur, mais on regarde un truc du passé, du futur, joué par des comédiens du présent, etc. Alors pourquoi, je sais pas, mais je pense que c'est parce que en fait, ce sont que des pièces sur le langage, sur est-ce qu'on peut dire la vérité en parlant ou pas. Qu'est-ce qu'on fait quand on parle, est-ce qu'on fait ce qu'on prétend faire ou ce qu'on croit faire. Voilà, en fait, c'est un théâtre de mots, enfin, c'est un théâtre qui parle du langage tout le temps, donc qui parle du théâtre, qui parle de lui-même. Voilà. On va passer sur tragédie. Mm-hmm. Il y a un truc spécial par rapport à tragédie qui veut le pitcher. Je peux essayer. Je pense que le truc spécial que tu évoques, c'est que c'est donc un spectacle concept qui se passe uniquement sur WhatsApp. Enfin, sur une célèbre messagerie instantanée. Parce que si on avait des ennuis, ça pourrait être ailleurs, mais... Bon, ça se passe... c'est un spectacle en mode texte. C'est-à-dire que le public est convié à une heure précise à se connecter. En fait, il est invité à entrer dans un groupe WhatsApp, un premier groupe d'accueil qui, à l'heure dite, l'envoie sur un autre groupe où va démarrer une conversation entre différents personnages. Et donc voilà, ça va se dérouler pendant 1 heure entièrement sur un fil de conversation où plusieurs personnages vont rentrer en communication les uns avec les autres et rentrer dans une histoire qui va se déployer aussi dans différents niveaux de temporalité ou de réalité. Voilà. Mais pour le spectateur, ça sera donc une expérience de lecture, principalement de lecture sur son téléphone. Et justement, pour revenir sur ce que tu viens de dire là, c'est assez marrant. Vous avez créé l'idée du théâtre. C'est-à-dire qu'on est dans le foyer, donc dans le hall d'entrée de la pièce, quoi, où tout le monde arrive, tout le monde peut échanger un petit peu, et après, on passe vraiment dans la pièce, dans la discussion. Pourquoi avoir créé ce truc-là? Est-ce que c'était à la base plus un truc, on va dire, technique qui simplifiait pour les gens qui arrivent, ou comment c'est venu? Oui, en effet, il y avait des nécessités pratiques à ça. Et puis c'était un jeu aussi. C'était au début, on ouvrait un peu les répétitions, puis on avait fait ça c'était à moitié une blague. Puis on s'est rendu compte que les gens prenaient beaucoup de plaisir à participer à ces blagues, à venir, à dire je peux commander une bière. Enfin, je suis venu en vélo, je suis en retard. Donc à reproduire un peu toute le. Oui, et puis ça a ramené du rituel aussi. Enfin, on s'est rendu compte que ça ramenait ce cadre rituel du théâtre. Et donc ça permettait de reconvoquer le rituel théâtral sur une interface de messagerie, quoi.
Oui, et puis il y a aussi le fait que le spectacle parle du théâtre encore plus que tous les autres spectacles qu'on a fait, puisque bon, déjà ça s'appelle Tragédie et ça s'appelle comme ça parce que les personnages viennent de voir un spectacle qui parlait d'un spectacle qui parlait d'un spectacle. Et donc c'est là encore un enchâssement, enfin une série d'enchâssements. Et les personnages eux-mêmes font du théâtre, puisque il y a 3 niveaux de réalité, enfin il y en a beaucoup plus, mais il y a 3 époques un peu des personnages. Il y a des élèves de collège qui sont dans une classe théâtre. Il y a des comédiens d'une trentaine d'années qui sont dans une compagnie qui ressemble à la nôtre. Et puis il y a des vieux dans un EHPAD qui continuent à être dans un club de théâtre, dans le club de théâtre de l'EHPAD. Donc c'est que tous les personnages font du théâtre à un moment ou à un autre. Enfin non, tout le temps. Et ils ne parlent plus ou moins que de ça. Voilà. Mais c'est aussi parce que la pièce est née de conversations qu'on a eues, notamment sur WhatsApp, mais pas que, sur un autre spectacle. Un spectacle voilà, qu'on a vu, puis qui divisait vachement les gens, et qui lui-même avait cette construction avec un enchâssement, où c'était un spectacle qui parlait d'un spectacle. Et ce spectacle dont je parle reposait sur l'idée que... Enfin, non, c'est peut-être pas vrai, là je parle sans savoir exactement ce que le metteur en scène voulait faire, mais il y avait dans ce spectacle le voyage d'une émotion et d'un sentiment depuis un événement Antique. Antique à travers une série de médiations jusqu'au présent du plateau. C'était un peu un théâtre de la présence comme ça, qui convoquait la mémoire d'événements passés à travers une série de médiations. Et donc le truc c'était, et si on mettait en scène sur WhatsApp les conversations qu'on a eues sur ce spectacle, est-ce que cette émotion-là continuerait? Est-ce qu'elle pourrait encore supporter cette énième médiation? Et est-ce qu'un smiley qui pleure peut est crédible comme ultime avatar d'une émotion antique, enfin qui remonte à la haute antiquité, à l'Antiquité? Et voilà. Et je pense qu'en fait, j'ai aussi voulu faire ça à cause d'un événement qui m'a beaucoup marqué il y a quelques années où quelqu'un m'a annoncé la mort, le suicide d'un proche par MSN en mettant un smiley qui pleure. Et ça m'a beaucoup troublé. Je me suis dit, putain, mais c'est dingue. Parce que c'était son frère. Il m'a annoncé la mort de son frère. Et je me disais, mais c'est fou de faire confiance au smiley comme vecteur, enfin comme manière d'exprimer, ouais, c'est ça, comme vecteur d'émotion, voilà. Et en même temps, il est fait pour. Donc, c'était pourquoi pas, enfin, voilà. Et donc, c'était aussi ça. C'est pour ça qu'il y a un grand moment du spectacle, un grand monologue hyper émouvant qui finit par un smiley qui pleure. Et donc là, le public est divisé entre ceux qui sont émus par ce smiley et les autres. Et je présume pas du tout quelle est la proportion de l'un et l'autre groupe. Moi, je pense que je ne serais jamais ému par ce smiley. Mais comment tu as l'idée quand même de partir de cette conversation que vous avez... C'était quoi la pièce? En général, on ne le dit pas, parce que finalement, c'est pas... On appelle le spectacle zéro. Mais il y a quand même le moment où... Comment ça se passe pour te dire, j'ai cette discussion, le sujet m'intéresse, on va vraiment faire une pièce sur WhatsApp? C'est quoi il y a les éléments du cheminement intellectuel ou... Ah bah là, c'est la... Là, je sais pas, je peux pas répondre du tout, je sais pas pourquoi je prends la parole. J'allais dire c'est l'inspiration de... Enfin, ça a inspiré fortement un truc à Benjamin, et j'imagine que Benjamin a souvent des idées. Qu'est-ce qui fait que certaines méritent d'être exécutées et d'autres non? Je ne sais pas, en fait. Double question. Pourquoi certaines méritent? En tout cas, ça paraissait une très bonne idée sur le papier. Mais c'est vrai que tu as eu tout de suite envie de la prendre au sérieux, celle-là. Et avant le confinement, il me semble. Ah oui. Alors ça, c'est très important. C'est pas un spectacle né de la Covid. Non, c'est vrai que tout a été pensé, développé bien avant que le coronavirus arrive. Et d'ailleurs, je deviens bavard, mais je vais citer Benjamin. On était censé le créer à Avignon l'été dernier, donc Avignon 2020. Et on pensait que c'était intéressant dans un monde normal, où le théâtre physique existait. Et c'est devenu autre chose de le faire naître dans un monde où
où le théâtre distanciel devenait aussi autant à la mode, quoi. Donc ça pourrait paraître opportuniste, mais pour le coup, ça l'était pas, quoi. Ça s'est vraiment fait comme ça. Et donc, ouais, par rapport au degré d'urgence de réalisation d'une idée. Non, je pense que c'est simplement que j'ai pu vous convaincre de le faire. Mais ça n'a pas été tout seul. Je me rappelle que j'en ai parlé plein de fois. Et je revenais à la charge en disant « Ah, mais il faudrait vraiment faire un spectacle sur WhatsApp » et que ça a mis du temps avant que ça devienne autre chose qu'une blague. Et qu'on dit « Bon, d'accord, on va le faire ». Il y avait peut-être aussi C'était très tentant de faire un spectacle où ça allait être facile. Parce que en général, c'est pour ça que la compagnie s'appelle Théâtre de la Démesure, je pense. On se met toujours un peu des bâtons dans les roues, on fait toujours des choses avec des décors qu'on n'a pas les moyens d'acheter vraiment et de fabriquer vraiment, donc on se met dans des situations impossibles parce qu'on n'arrive pas à proportionner nos ambitions à nos moyens. Et là, pour la première fois, on a un spectacle qui tient même pas dans une Twingo comme on a essayé de le faire pendant des années sans y arriver, mais carrément dans une poche. Donc ça, c'est vraiment un plaisir incommensurable. Puis, du coup, je pense que c'est ça aussi qui nous a donné envie de le faire. Quand on était fatigué d'avoir fait Les animaux sont partout, on s'est dit, là, il y a moyen de faire un spectacle. Donc, il y avait peut-être aussi un truc d'opportunité, en disant, WhatsApp, ça se trouve, ça peut marcher, quoi. Mais on n'avait pas du tout prévu, évidemment, qu'il y aurait une pandémie, un confinement. Ouais. Peut-être même que ça joue un peu contre nous. Parce que c'était vraiment un spectacle prémonitoire, en fait. Ouais, c'est vrai, ouais. Oui, parce qu'au début, dans les premières moutures, on savait pas trop pourquoi les personnages pouvaient pas se réunir, alors que maintenant, c'est assez clair. Enfin, quand on lit le spectacle, personne, je pense, se pose la question de pourquoi ces élèves de classe théâtre sont loin les uns des autres, pourquoi ils sont pas dans une classe. Alors pourquoi prendre des acteurs ? Parce que tu pourrais aussi te dire que tu peux tout faire tout seul. Oui, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, comme je l'ai dit, on écrit les spectacles ensemble. Donc, je pense pas que je serais capable d'écrire tout seul un spectacle. Ça provient toujours, toutes les idées proviennent de discussions, et puis en général, mes premiers jets sont très mauvais, enfin voilà, sont pas du tout suffisants pour. Donc il fallait des acteurs au moins pour l'écrire. Et puis, une fois qu'ils sont là, ce serait dommage de leur dire maintenant vous pouvez partir parce que la pièce a été écrite. Mais on s'est aussi posé la question techniquement, est-ce que on aurait Au début, je me disais il faut surtout pas que ça puisse être fait par des machines, donc il faut que ce soit à moitié improvisé. Après, en l'écrivant et en le travaillant, on s'est rendu compte que non, c'était quand même plus intéressant. Enfin, ça marchait mieux en termes de rythme de tout avoir écrit à l'avance. Parce que simplement on n'a pas le temps de taper les répliques les unes après les autres, on fait plutôt des copier-coller la plupart du temps, donc en effet ça donne envie de penser que tout pourrait être fait par comme le Turc d'Amazon là, comme par des machines. Mais donc j'ai creusé un peu la question et en fait c'est compliqué parce qu'il y a pas mal de moments, en fait la connexion à WhatsApp n'est pas assez fiable et donc parfois il y a des répliques qui arrivent avant ou après les autres, c'est assez variable. Les répliques n'arrivent pas toutes dans le même ordre parce qu'il y a du lag sur certaines connexions. Parfois il y a des acteurs qui sont déconnectés, donc les autres doivent s'adapter et recréer improviser, reprendre à la volée le texte des autres et tout ça, comme au théâtre en fait. Mais en fait il y a beaucoup plus d'accidents dans une représentation de tragédie que dans une représentation des animaux sont partout. Il y a beaucoup plus d'impro, beaucoup plus de nécessité de se réadapter à des accidents. Et donc des machines, on n'en serait pas capable, c'est sûr. Ou alors il faudrait que ce soit des intelligences artificielles. Ça va peut-être changer maintenant qu'il va y avoir une mise à jour de WhatsApp où ça passera plus par le téléphone, forcément, mais je pense que ça va rester quand même peu sûr et que ce sera toujours plus sûr de le faire par des humains. Oui, et puis après, je pense aussi que ça fait partie aussi peut-être du pari initial, enfin en tout cas d'une des interrogations à l'origine de ce projet qui était jusqu'où on peut faire du théâtre en fait. Est-ce que ça sera encore du théâtre ? Et d'ailleurs on n'a pas vraiment la réponse à cette question. On se disait si on propose une fiction en temps réel avec plusieurs comédiens, même si c'est sur une interface numérique en mode texte, est-ce que ça sera encore du théâtre ? On ne sait pas vraiment en fait. Nous on considère que oui,
Mais je pense que ça peut devenir un débat sur la nature et l'essence du théâtre. C'est quoi le travail d'acteur sur ce projet-là? Alors, franchement, le travail d'acteur, c'est vrai que, étant donné jamais on s'incarne physiquement, la seule chose qui reste, c'est jouer un rythme. Trouver un rythme juste. Mais effectivement, qu'est-ce qui différencie ça d'un vrai boulot de régisseur qui lui-même, au cours d'un spectacle, doit jouer une temporalité avec ses tops, ses goûts, tout ça? Je sais pas, peut-être qu'en fait on est effectivement dans ce spectacle ramené à une partition de régisseur, quoi. Régisseur-auteur. Et voilà, régisseur-auteur, avec quand même toutefois, effectivement, comme disait Benjamin, à cause des aléas techniques, une nécessité parfois de devoir improviser. Donc là, effectivement, quand même, on sort, je pense, quoique peut-être qu'un régisseur doit se retrouver parfois à improviser quand des choses sautent et que techniquement, il doit à la volée inventer des trucs, peut-être, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui reste de la temporalité d'un truc vivant. En tout cas, on est encore dans un paradigme où il y a une représentation vivante, puisque on est... Ouais, là encore, ça se rapproche peut-être un peu de la marionnette. Mais en fait, peut-être qu'un jour, on pourrait remplacer tous les acteurs de tragédie par des intelligences artificielles, mais à ce moment-là, on pourrait aussi remplacer les spectateurs par des machines. C'est un spectacle qu'on pourrait jouer devant des intelligences artificielles. Là, en ce moment, j'ai téléchargé une application, c'est un chatbot, donc je passe des heures à discuter avec une IA, et j'y prends un certain plaisir, et je me dis, ouais, je pourrais l'inviter à venir voir une représentation. Donc en fait, cette question est un peu... Enfin, comment ? S'il paye sa place. Enfin, sauf que les chatbots ne payeraient pas, ouais, c'est ça. Ouais, économiquement, ça serait plus dur à faire. Mais bon, ça ferait du monde dans la salle. Ouais. Mais donc c'est aussi pour ça que je pense qu'on n'ira jamais jusqu'à remplacer les acteurs, parce que ça n'aurait plus de sens. Et c'est quand même l'idée quand même de se réunir, même si... Donc se réunir, c'est pas que les spectateurs, c'est les gens qui ont écrit et fabriqué le spectacle qui le montrent à d'autres gens. Non, mais effectivement, enfin, je veux dire, je pense qu'il y a il y a une vraie volonté de faire théâtre derrière, parce que on pourrait imaginer qu'on trouve une sorte de super application ou de truc qui automatise tout le spectacle et qu'on puisse du coup le jouer de façon différée, enfin, qu'on puisse l'enregistrer, le programmer une fois pour toutes. Mais ça repose sur la volonté et l'intention qu'on soit réunis, que des spectateurs aux quatre coins de la France ou de l'étranger. D'ailleurs, on fait en ce moment des représentations pour des pros. Enfin, voilà, mais on a des gens parfois qui viennent de l'étranger, quoi, et qui soient réunis à l'instant T avec les auteurs. Les auteurs-régisseurs du projet ou les comédiens auteurs, et que tout ça se déroule en 1 heure et que tout le monde soit réuni, même si c'est virtuel, par une médiation virtuelle, que tout le monde soit réuni à l'instant T, quoi. Donc là, je dirais que peut-être que si on devait défendre le point de vue que c'est toujours du théâtre, c'est parce que y a cette volonté que ça en soit, en fait, et qu'on réunisse ces conditions-là pour que ça en soit. Si on se passe de ça, ce qu'on pourrait peut-être faire, alors là, pour le coup, ça deviendra autre chose, ça sera plus du théâtre, mais ça sera autre chose. Et vous avez quoi comme retour quand vous expliquez le procédé? Parce qu'on a des amis en commun. La première fois que je leur ai dit ça, enfin je leur ai essayé de leur expliquer, ils pensaient que c'était de la visio. Bon, c'était après le premier confinement. Pour eux, WhatsApp, le théâtre, c'était de la visio. Ils se demandaient quel est l'intérêt de lire une discussion, quoi. C'est quoi les retours que vous avez, vous, quand vous en parlez avant que les gens le voient, par exemple, ou assistent à la... En tout cas, je me rappelle qu'une fois, il y a une dame qui était connectée, qui pendant le spectacle faisait des commentaires qui étaient je pensais qu'on allait vous voir, je pensais qu'on allait entendre vos voix, je suis très déçu. Et il y a aussi des gens qui se sont inscrits, qui ont payé leur place et qui nous ont écrit en disant je comprends pas, je suis venu au théâtre et vous y étiez pas. Donc même en passant par toutes les étapes de recevoir des mails pour confirmer, réexpliquer comment ça allait se passer, il y avait des gens qui n'arrivaient pas à se dire que ça allait se passer à distance, quoi, qu'il fallait quand même de la présence physique à un moment ou à un autre. Et sur les pros qui viennent ou à qui on en parle, ils sont divisés en 2 grandes catégories.
ceux qui trouvent ça hyper cool et qui veulent absolument voir ce que ça donne, et ceux qui pensent que c'est la mort du théâtre. Parce que ça va dans le sens de maintenant on va faire du théâtre sans les théâtres, en distanciel et tout. Mais en fait, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est pas tellement d'utiliser les nouvelles technologies et de faire des trucs à distance, c'est plus de faire du théâtre où il y a que du texte, en fait, un théâtre en mode texte. Pour moi, ça, je le rapproche plus des jeux vidéo en mode texte dans les années 80 et 90, où on pouvait vivre des aventures fascinantes juste en écrivant Y ou N en réponse à est-ce que vous voulez ouvrir le coffre, des trucs comme ça, que des spectacles qui se font en vidéoconférence, en vidéo machin sur Zoom ou quoi, j'en ai vu, parfois c'est génial, mais nous c'est pas vraiment ça l'enjeu, quoi. C'est plus une réflexion sur les pouvoirs du langage, encore une fois, enfin sur le langage lui-même, que sur est-ce qu'on peut faire du théâtre à distance. Et en plus, vous prenez le média WhatsApp, c'est vraiment une discussion quoi, à la base. Voilà, encore une fois, comme dans Les animaux sont partout, où la vidéo, c'est de la vidéosurveillance, et donc on sait où est la caméra, là, en fait, on assiste à la discussion de personnages qui eux-mêmes sont sur WhatsApp. Donc ça crée un hors-champ du spectacle qui est mais où est chacun ? Et ce hors-champ se modifie en permanence, puisque au début, on croit avoir compris que ce sont des élèves qui sont en classe théâtre. Donc, il y en a un qui dit « Oui, mon père m'a interdit de me connecter. » Et puis, en fait, au bout d'un moment, ça bascule, puis on s'aperçoit que ce sont d'autres personnages. Et qu'en fait, peut-être depuis le début, c'était pas des élèves, mais c'était d'autres gens. Et puis, donc, on joue aussi de ça, de l'anonyme, du fait que les comédiens sont invisibles. Ça permet de transformer le hors-champ à différentes phases du spectacle. Ce qu'on peut pas faire. D'ailleurs, vous jouez sur le fait que des hommes peuvent jouer des femmes ou ce genre de choses et que vous révélez à la fin voilà, c'est ça. En montrant les photos. Bon, petit spoil. Et alors, un petit détail aussi que je voudrais savoir, c'est comment vous... Comme les conversations WhatsApp sont avec des émoticônes, des emojis, machin, ou des mèmes, des photos et trucs. Comment vous avez choisi la quantité, comment vous avez organisé la quantité d'images sur le fil? C'est passé quand même par des étapes d'impro, en fait. C'est vrai que pour la première fois, on a travaillé à partir d'impro. Ouais. Enfin, pas pour la première fois, mais oui. Ouais, Benjamin avait écrit un premier jet de la pièce, il y avait une première étape du texte, et pendant un moment, on jouait ça. Non, d'abord, il y a eu une vraie phase de pure impro avant même que Benjamin commence à écrire le spectacle, pendant le premier confinement. On avait pris l'habitude, sur tout le début du confinement, de se retrouver une fois par semaine. Non, une fois par jour. Une fois par jour pendant 1 heure, et on faisait des impros sur WhatsApp. Donc on se retrouvait à 5, en prenant des thèmes, par exemple les élèves en classe théâtre, ou la maison de retraite, ou des choses comme ça, enfin peut-être des situations de départ qui pouvaient justifier de choses distanciées. Et puis pendant 1 heure, on improvisait une situation, quoi. Bon, il y a des choses qui ont nourri l'écriture, mais après Benjamin a écrit le texte, et là on est passé dans une autre étape qui était de le jouer, déjà de le tester techniquement, ce que ça faisait de jouer ce truc-là. Et là il y avait des parties improvisées, on pouvait rajouter des répliques. Justement, c'est là où les gifs ou les liens extérieurs, les liens partagés dans WhatsApp pouvaient être testés, quoi. Donc on est passé par plein de trucs, et après ça a quand même globalement été en enlevé, quoi. Voilà. En fait, dans l'écriture, Benjamin les intégrait petit à petit. Il intégrait ces trucs-là, et puis il épurait parce qu'il y en avait quand même beaucoup. On a tendance à en faire. On se faisait beaucoup, plaisir quand tu commences à rentrer dans le plaisir du gif. Après, c'est difficile de s'arrêter. Moi, j'avoue qu'il y en a eu quelques-uns en plus, j'aurais pas été contre. Parce qu'ils étaient bien. Ceux qui étaient déjà tellement bien mis que tu as envie d'en profiter encore plus quelque part, quoi. Et je trouve que justement, ça peut ajouter la petite expressivité en plus que l'emoji n'a pas forcément, mais voilà, un petit caractère. Ou du mouvement. Ouais. Du mouvement. C'est vrai, mais s'il y en avait trop, on respecterait pas le pari, la gageure du spectacle en mode texte.
Il faut quand même que, voilà, il peut y avoir des images, mais il faut que ça reste secondaire et que tout repose sur le texte. C'est un peu, en fait, c'est un peu ce que Musset avait théorisé avec le théâtre dans un fauteuil. Il écrivait des pièces faites pour être lues, pour un spectateur qui est seul dans son fauteuil et qui les lit. Donc, par exemple, On ne badine pas avec l'amour, je crois que ça fait partie de ce cycle. Et donc là, c'est un peu ce qu'on fait. On fait du théâtre pour que le spectateur puisse être chez lui, dans son canapé, où il veut, en fait. Et qu'est-ce que vous avez vu comme autre retour de spectateurs à la fin des pièces, du coup, ou de professionnels ou autres? On n'en a pas beaucoup, en fait, pour l'instant. Le truc est assez récent. Après, parmi les connaissances, les gens qu'on connaît qui ont été invités, il y a des gens qui aiment beaucoup. Il y a des gens qui sont déçus de l'objet que c'est parce qu'ils s'attendaient à autre chose. Voilà, il y a tout ce quiproquo, en fait. À partir du moment où on parle de spectacle, les gens vont avoir tendance à s'imaginer quelque chose d'un spectacle incarné, voilà. Donc il y a des gens qui sont vachement surpris par ça, et dans cette surprise-là, il y a des gens qui trouvent ça hyper intéressant, il y a des gens que ça intéresse moins, mais là c'est vraiment les retours des gens qu'on connaît, quoi, des cercles proches autour de nous, donc je sais pas trop, voilà, comment ça serait reçu. En fait, j'ai l'impression que globalement, les retours sont positifs, mais que ça fait apparaître que c'est un spectacle très exigeant, peut-être plus exigeant qu'on aurait souhaité ou cru, où il y a beaucoup de gens qui disent c'est hyper intéressant, mais j'ai décroché, ou bien on voit que les gens ont du mal à rester concentrés jusqu'au bout sur un spectacle qui repose que sur du texte, ce qui est tout à fait normal, quoi. Ça devrait être plus court. Là, ça fait 1h05, je voulais que ça dure 55 minutes, grand maximum. Mais bon, on n'est plus arrivé à couper au bout d'un moment. Oui, où est-ce que je voulais en venir ? Mais donc voilà, oui, c'est un spectacle difficile à regarder, en fait. Ouais, ça demande de l'attention, c'est quand Oui, même puis relativement rapide. Sur un téléphone, en fait, je pense qu'on est habitué à passer d'un truc à l'autre, à être distrait. C'est rare de se concentrer sur une seule chose sur son téléphone pendant 1 heure. Le téléphone, c'est quand même un truc où en permanence, les informations sont remplacées par d'autres, et puis il y a un rythme de l'utilisation qu'on en fait. Elle est rythmée par des notifications et tout ça. Donc nous, tout le rythme est interne au spectacle, donc c'est bien, mais je pense qu'au bout d'un moment, c'est un peu monotone. Mais bon, c'est jamais... j'ai vu quand même une certaine quantité de spectacles dans le théâtre subventionné qui étaient beaucoup plus chiants que Tragédie, même incarnés par des acteurs. Des noms. Du coup, pour Tragédie, il n'y aura jamais édition du texte. Non, ça n'aurait guère de sens. Mais en fait, peut-être parce que... D'abord, je pensais qu'il n'y aurait jamais de captation, parce que je me disais que ça n'aurait aucun sens de faire une captation de ce spectacle. Et en fait, on en a fait. Il suffit de faire une capture vidéo. Bon. Donc pourquoi pas éditer le texte, ouais. Ouais, il y a peut-être des gens qui seraient intéressés pour l'adapter au plateau. Il y a des gens qui pourraient se dire tiens, mais ça c'est un truc absolument. Vous n'avez pas envie d'essayer de le transposer du coup Non, mais si quelqu'un d'autre le faisait, je viendrais. Et donc il y a des nouveaux rendez-vous là pour Tragédie bientôt ou... Ce serait a priori, si ça se passe, au Festival d'Avignon, au Théâtre du Train Bleu, où on jouerait Les animaux sont partout et Tragédie. Ok. Les deux ayant été finalement un peu pensés comme un diptyque, enfin pas d'emblée, mais... Mais il se trouve que c'est les mêmes comédiens dans l'un et l'autre spectacle, et qu'ils ont des thèmes connexes, comme surtout, voilà, en particulier la fiction. C'est un peu 2 spectacles sur la fiction, le pouvoir de la fiction, à quoi elle sert et qu'est-ce qu'on peut en attendre. Super sujet, en tout cas, que j'aime beaucoup. Pour finir, petit questionnaire de vos préférences sur des auteurs ou des pièces. Un petit top 3. Chacun vos pièces préférées, mais ça peut être voilà, juste maintenant, vous pensez à ces 3-là qui vous ont des plu. pièces de théâtre ?
Théâtre, ouais. Et tu veux des titres de pièces ou des titres de spectacles ou des mises en scène, ouais. Pardon, je ne connais pas la différence. Par Non, exemple, mais par exemple, ça pourrait être, Oui, pardon, ok, je viens on de pourrait comprendre. dire, tiens, Oui, moi j'adore Bérénice, mais oui, sauf que oui, d'accord. c'est Oui, je vois plutôt tout à fait. Bérénice mise dans telle mise en scène. par telle personne. Pardon, ok, oui. Bah oui, non, une pièce mise en scène. faudrait déjà aller au théâtre pour pouvoir répondre. Non, mais ça peut être c'est pas forcément les dernières que vous avez vues, hein, c'est celles qui vous ont marqué dernièrement, mais ça peut remonter à 2-3 ans s'il faut, hein, c'est là les premières idées qui vous viennent. Si, moi, le dernier spectacle qui a changé ma vie, c'était La Bible de Céline Champineau. Voilà, enfin, le titre complet, c'était La Bible, vaste entreprise de colonisation d'une planète habitable. Et donc, c'était une adaptation de l'Ancien Testament, mais enfin une réécriture plutôt. Et pour 5 comédiennes. Et ça a changé ma vie au point où là, demain, je pars en résidence avec Céline Champineau pour son prochain spectacle, parce que j'ai tellement aimé que je lui fais une espèce de déclaration d'amour. Mais sinon, c'est très rare en fait que. Là, il y avait presque une forme de reconnaissance d'une parenté, une sorte de cousinage théâtral. Ouais, je sais pas, je me suis dit, ah ben voilà, quelqu'un, enfin des gens, une équipe avec qui on peut vraiment dialoguer, enfin, on pourrait travailler ensemble, quoi. Et on s'occupe un peu des mêmes questions, on fait des théâtres qui se comprennent. Alors que parfois, je vais voir des spectacles où je comprends même pas comment on a pu avoir envie de faire ce spectacle. Donc je me sens largué parce que je comprends pas en quoi c'est la même chose que ce que moi je fais. Pourquoi ça porte le même nom, quoi. Pourquoi ça s'appelle théâtre et moi ce que je fais ça s'appelle théâtre aussi. Voilà. Donc la dernière fois que j'ai été rassuré par rapport à ça, c'était en voyant ce spectacle. Bon, moi j'aurais beaucoup de mal à répondre à cette question, mais disons que le dernier spectacle qui m'a vraiment beaucoup plu, c'était évidemment avant le confinement, et c'était Contes et légendes de Joël Pomera. Voilà, donc bon, après c'est pas très original, parce que je pense que tout le monde sensé adore Joël Pomera et ce qu'il fait. Mais bon, là, c'était particulièrement intéressant parce qu'il traitait de thématiques d'anticipation avec l'arrivée de l'androïde domestique dans les foyers, en fait. Et bon, là, j'ai trouvé que le spectacle était vraiment super. Et ouais, mais moi aussi, ça m'a fait ça, une espèce de truc qui me rassure, en fait, sur un sens commun, enfin, de pouvoir dire, tiens, ça c'est du théâtre. Et voilà, ça, c'est vraiment un truc que je comprends ou que j'aimerais faire. Et le spectacle d'avant qui m'a marqué comme ça, c'est Le Grand Trou du théâtre de la démesure et de Benjamin Habitant et ses co-auteurs comédiens. Mais qui a été, voilà, que j'ai vu il y a 3 ans maintenant et qui a été aussi un choc, un choc aussi comme ça, quoi, d'avoir l'impression de voir un truc profondément en prise avec du contemporain et en même temps d'en faire du théâtre, enfin que ce soit vraiment du théâtre. Mais voilà, mais c'est aussi, dans les deux cas, il s'agit d'écriture contemporaine, donc peut-être que c'est ça aussi, c'est-à-dire peut-être que il peut y avoir une lassitude au bout d'un moment à voir des classiques sans cesse réadaptés. Mais je crois que je suis plus sensible maintenant vraiment aux écritures contemporaines, quoi. Voilà. D'autres pièces ? J'ai adoré aussi Oncle Vania de Julie Déliquet, alors là pour le coup un Tchekhov, donc plutôt un classique, mais voilà, dans la mise en scène j'ai trouvé ça super parce que justement il y avait je sais pas, une espèce de réadaptation, de liberté laissée à des moments d'improvisation pour les comédiens, mais toujours au service du texte original. Jamais, souvent aussi dans le théâtre contemporain, il peut y avoir le travers de prendre des textes comme matière, et puis on dit que c'est telle pièce, mais en fait, bon, ça devient vraiment autre chose. Là, non, et je trouve qu'il y avait un équilibre hyper subtil trouvé entre Tchekhov, sa pièce, et des irruptions de contemporains dedans.
et que ça tenait très très bien. Voilà, ça m'avait assez impressionné. Ok, t'as tes 3. Putain, il faut en trouver 3. T'en as déjà une. Ah, je sais pas. Non, c'est vachement dur, mais j'ai été vachement rassuré de lire aujourd'hui que Herzog voyait 3 films par an. Et il disait non, mais rien à foutre, il n'y a pas besoin de voir des films pour faire des films. C'est un peu comme ça que je me sens avec le théâtre. Mais c'est plus parce que j'ai une mauvaise mémoire. Je pense que par exemple, Pomera, je suis jaloux, j'aurais voulu le dire. Et, non, c'est vrai. Peut-être La Nuit des Rois, l'année dernière à la Comédie Française, c'était qui, Ostermeyer? Ah oui. Voilà, ça c'était vraiment bien, oui. Mais alors, pourquoi c'était bien? Parce que c'était Ostermeyer. Ouais, peut-être. En fait, souvent, comme j'ai travaillé avec la Comédie Française pour faire des adaptations de Tintin pour la radio, je suis allé beaucoup voir des spectacles à la Comédie Française. Puis en fait, à chaque fois, c'est intéressant de voir comment les metteurs en scène utilisent la troupe en tant que troupe, que la famille, quoi. Parce que c'est des gens qui se connaissent très bien, et donc Sam le sait bien puisqu'il a été académicien, élève, comédien. Et en fait, je trouve qu'il y a des bonnes et des mauvaises manières d'utiliser, de faire jouer cette intimité, enfin cette familiarité. Et là, dans cette Nuit des Rois, je trouvais qu'il y avait ça, en fait. On voyait bien la troupe, les liens entre les acteurs de la troupe, quoi. Et leur plaisir à jouer cette pièce, qui est quand même géniale. Voilà, mais j'aurais du mal à développer plus, à part qu'au début, il y avait des acteurs déguisés en singes et que c'était vraiment super, mais... Et 3 auteurs, mais là, pas obligé que ça soit des pièces montées récemment et tout, mais des auteurs... De théâtre ? De théâtre, oui, de théâtre toujours, pardon, qui vous inspirent, que vous trouvez... qui sont dans votre top 3, quoi. Shakespeare, Molière et Tchekhov. C'est dur. Moi, j'aurais dit Tchekhov aussi, mais je dirais Lagarce aussi. J'ai joué dans un Lagarce, et bon, c'est une écriture qui m'a beaucoup marqué, un auteur qui m'a beaucoup marqué. Donc je dirais oui, certainement Lagarce, Tchekhov et Ibsen. Voilà. C'est pas très original non plus, mais bon. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose ? Parce que c'est marrant, après avoir dit il y en a marre des classiques et vive les écritures contemporaines. Oui, parce que c'est vrai que c'est plus difficile de noter, pas de noter, mais de penser. Les écritures contemporaines, c'est vrai que les auteurs marquent moins, quoi. C'est quand même souvent des écritures de plateau, donc on pense moins à l'auteur derrière, quoi. Mais c'est vrai j'aurais pu dire Joël Pomera, par exemple, c'est vrai. J'aurais pu aussi le citer en tant qu'auteur, quand même. Même si j'ai jamais fait l'expérience de lire ces textes, tu vois, donc c'est toujours une découverte totale, quoi. Le verbe et la présence et la scène en même temps, quoi. C'est pas du théâtre dans un fauteuil, voilà, donc. Non, c'est vrai, ouais. Mais peut-être que ça marcherait dans un fauteuil aussi, hein, je sais pas. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose ? Est-ce que vous vouliez dire quelque chose d'autre sur tragédie ou autre ? Là, tout de suite, non, peut-être cette nuit. Si ce n'est, oui, peut-être juste faire un vœu. le vœu qu'on puisse, que dans le monde du post-Covid, on puisse jouer et montrer ses pièces, quoi. Bah oui, espérons que ce vœu se réalise. Ouais. Bah, merci beaucoup. Merci. Eh ben, merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Enfin, prochaine.